Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui entre midi et deux pour écouter ce topo. Je m'appelle Andonier Chaniz Laguna, je travaille dans le centre de référence des neuropathies rares au CHU de Bicêtre et je vais vous parler aujourd'hui de la neuropathie amyloïde à transthyrétine. Je vais vous faire aussi pas mal de rappels sur l'EMG, sur les polyneuropathies axonales. Alors, vous aurez peut-être l'impression que c'est un peu basique ce que je vais vous dire, mais c'est des rappels qui me paraissent importants parce qu'en pratique quotidienne, on voit quand même qu'il y a encore souvent des erreurs sur les EMG. Alors, le but du topo, c'est aussi d'être interactif. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à vous exprimer oralement. Il y a vraiment aucun problème. Le but, c'est vraiment d'être pratique et d'essayer de vous aider dans votre pratique quotidienne. Alors, la première diapo, ce sont mes conflits d'intérêts. Voilà. Et donc, on va commencer avec le topic plus large des neuropathies périphériques et de l'EMG avant de se centrer un petit peu plus sur les neuropathies amyloïdes. Alors, les polyneuropathies, vous le savez, c'est des atteintes du système nerveux périphérique qui sont un problème neurologique fréquent et même un problème neurologique de plus en plus fréquent qui est lié en fait cette augmentation de la fréquence à l'augmentation de l'âge de la population. Les polyneuropathies, vous voyez, quand on regarde les chiffres officiels, ça tourne aux alentours de 2,4% de la population. Et quand on passe au-delà de 55 ans, c'est quasiment 8%, 8 à 10% même des patients qui ont une polyneuropathie. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent et si vous êtes neurologue, quelle que soit votre pratique, que ce soit à l'hôpital ou en ville, vous serez forcément confronté à ces problématiques de polyneuropathie, en particulier chez le sujet au-delà d'un certain âge. Alors, vous le savez que la cause la plus fréquente de polyneuropathie dans les pays développés, c'est le diabète. C'est le diabète depuis déjà plusieurs décennies. Et vous savez aussi certainement que dans le reste du monde, la première cause jusqu'à il n'y a pas très longtemps de polyneuropathie, c'était la lèpre, simplement par la force du nombre. Beaucoup de lèpre en Inde, en Indonésie, au Brésil. Mais tout récemment, le diabète vient de dépasser la lèpre. Donc le diabète est vraiment maintenant aujourd'hui la cause la plus fréquente de polyneuropathie dans le monde. Les autres causes, vous les connaissez, on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. Donc, outre les causes métaboliques de type diabète, ça peut être d'origine infectieuse, ça peut être d'origine toxique, l'alcool, etc. Ça peut être d'origine iatrogène. Enfin, la liste est assez longue. Et paradoxalement, les causes les moins fréquentes, c'est celles presque dont on parle le plus, mais ça, c'est peut-être le biais du centre de référence. Les causes de neuropathie les moins fréquentes, c'est les causes dysimmunitaires et les causes héréditaires. Quand on regarde une population normale, c'est vraiment ce qui va arriver en dernier, très très loin derrière le diabète, très très loin derrière les neuropathies d'origine rénale, d'origine éthylique, d'origine carentielle, etc. Alors, le diagnostic, je ne vais pas insister, vous le connaissez, une polyneuropathie, c'est d'habitude une atteinte motrice, sensitive, des réflexes ostéotendineux qui vont être altérés. Ça peut être des douleurs, des crampes, une atrophie et une dysautonomie. Et les recommandations officielles des grandes sociétés savantes de neurologie américaine, européenne, qui reviennent aussi sur la HAS, c'est que quand vous êtes confronté à un patient qui a une histoire et un examen clinique compatible avec une polyneuropathie, il faut absolument faire un examen ENMG chez ce patient. C'est un examen qui est sensible, qui est spécifique et qui est validé. Et il faut effectivement voir cette ENMG comme une continuation de votre examen clinique. Votre patient, vous suspectez une polyneuropathie, l'EMG va être un outil extrêmement précieux qui va vous donner des informations extrêmement importantes sur cette polyneuropathie, des informations qui vont très fortement orienter le diagnostic étiologique. Alors l'EMG, l'EMG, vous le savez, pardon, là j'ai des petites cases qui s'allument. Ouais, voilà. Donc l'EMG, vous le savez, c'est un examen qui est divisé en deux parties, un examen neurographique, donc l'analyse des vitesses de conduction, et une autre partie de l'examen qui est l'EMG à proprement parler, l'examen électromyographique. Alors pour ce qui est de la neurographie, vous le savez, le but, c'est d'évaluer le fonctionnement des nerfs périphériques. On va mesurer des vitesses de conduction périphériques, sensitives et motrices. Vous savez que c'est un examen qui n'est pas invasif. La stimulation électrique des nerfs se fait par voie percutanée et le recueil se fait aussi par voie percutanée. Donc là, le but, c'est vraiment d'évaluer le fonctionnement des nerfs périphériques sans être invasif
en restant purement percutané et en explorant les différents troncs nerveux des 4 membres. Donc, vous voyez comment ça se passe, hein. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent le principe. Ici, on stimule, par exemple, un nerf ulnaire au coude et on va enregistrer la réponse au niveau du courre abducteur du 5e doigt de la main. Alors, ce qu'il faut retenir, ça a son importance, c'est que là, on n'enregistre pas une réponse nerveuse, on enregistre bel et bien une réponse musculaire. Ce qu'on va enregistrer, c'est une contraction musculaire qui est plus ou moins le reflet du nombre d'axones du nerf qui va innerver ce muscle. Mais on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Pour les sensitives, vous vous souvenez que le principe est le même. On va ici, par exemple, on va stimuler le nerf médian au niveau de l'index et on va faire le recueil au niveau de l'avant-bras. Donc le but, le principe de base, et c'est ce qu'on explique aux patients, c'est qu'on va évaluer le fonctionnement du nerf en injectant un courant dans le nerf et en enregistrant la réponse du nerf. Ensuite, on a des réponses de ce type-là. Et à partir de ces réponses, on va calculer des vitesses de conduction. Et vous le savez tous, hein, on l'a tous appris très jeune. Une vitesse, c'est une distance divisée par le temps. Et donc là, en l'occurrence, à partir de ces réponses, on va mesurer une distance en général avec un mètre de couturière. Et à partir de là, on va calculer une vitesse de conduction. Et chez un adulte normal, une vitesse de conduction d'un nerf périphérique, en général, tourne autour de 45 à 50 mètres par seconde. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que là, il y a encore un hélico qui décolle. On vous entend très bien, ouais. On n'entend Oui, pas vous du tout entendez? l'hélico. C'est juste pour vous, vous avez D'accord. J'ai voilà. l'impression d'être dans un aéroport, là. Bon, en tout cas, les vitesses de conduction, voilà comment on les mesure. L'examen neurographique, il peut être aussi utile pour mettre en évidence ce qu'on appelle un bloc de conduction. Un bloc de conduction, en général, correspond, en tout cas dans le cadre qui nous intéresse, à une atteinte focale de la myéline, comme vous le voyez sur cette figure. Et entre la stimulation distale et la stimulation proximale de ce nerf, vous allez avoir une perte d'amplitude. Alors, l'image qu'on utilise, nous, souvent avec nos étudiants, paradoxalement, c'est une image plutôt hydraulique. On parle plutôt d'un tube. Vous mettez 10 litres d'eau d'un côté du tube et de l'autre côté du tube, il n'y a plus que 5 litres qui sortent. Donc, vous avez une perte de 5 litres d'eau entre l'entrée et le départ, entre le départ et l'arrivée. Et c'est ça le bloc de conduction. Vous avez une perte du signal électrique entre les deux zones de stimulation du nerf périphérique. Donc, ça, c'est un élément qui est important et qui va avoir une très forte valeur orientatrice. Cet examen neurographique, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Qu'est-ce qu'un EMGiste est censé vous répondre quand il fait un EMG? Il est censé vous donner toutes les informations qui sont là. Il doit déjà vous préciser quel est le type de l'atteinte. Est-ce que c'est une atteinte sensitive, motrice? Est-ce qu'elle est mixte? C'est important parce que vous pouvez avoir quelquefois des patients qui ont juste des symptômes moteurs et pourtant, quand vous faites l'examen neurographique, vous allez tomber aussi sur des anomalies sensitives qui peuvent être totalement infracliniques. Donc déjà, le MGiste va vous donner cette information. La deuxième information cruciale que le MGiste va vous donner, c'est la topographie de l'atteinte. Il va vous dire quels membres sont touchés. Donc c'est important, pareil, on peut avoir des membres qui sont asymptomatiques, mais avec un examen neurographique qui est anormal. Et puis aussi, il va vous dire si l'atteinte est symétrique ou asymétrique. Et là encore, c'est un élément extrêmement important pour l'orientation diagnostique ultérieure. Ensuite, troisième point que le MGiste doit vous donner, il doit vous donner des éléments de physiopathologie, vous dire en l'occurrence si l'atteinte est plutôt axonale, si elle est plutôt myélinique, si elle est plutôt mixte, axonomyélinique. Et vous savez que traditionnellement, classiquement, une atteinte axonale, elle correspond à des amplitudes diminuées. Une atteinte myélinique va correspondre plutôt à des vitesses de conduction abaissées, à des latences distales allongées ou à la présence de blocs de conduction. Donc voilà les informations qu'il faut attendre d'un examen neurographique quand vous demandez ce type d'examen. Et à partir de là, à partir de la clinique et de l'EMG, vous allez pouvoir classer votre patient. Vous allez pouvoir dire qu'il a par exemple une mononeuropathie multiple, qu'il a une polyneuropathie plutôt axonale longueur dépendante, qu'il a une ganglionopathie, qu'il a une polyradiculoneuropathie. Donc la clinique et l'EMG vont vous permettre de faire la synthèse et de mettre une étiquette sur votre patient. Alors, pour l'examen neurographique, il faut avoir connaissance des biais inhérents à la technique. Ça a l'air peut-être très, très basique, hein, ce que je vous dis, mais
ça a son importance en clinique et ça peut induire de grosses erreurs. Par exemple, la présence d'œdème aux membres inférieurs, ça va diminuer l'amplitude de vos réponses sensitives et motrices. Et ça, c'est une erreur qu'on peut faire. On a des réponses qui sont abaissées simplement parce que l'œdème, c'est de l'eau, hein, c'est de l'eau qui va s'insinuer, une couche d'eau qui s'insinue entre votre stimulation et le muscle. La réponse va être atténuée et vous pouvez interpréter ça comme une atteinte axonale qui n'en est pas. Pareil pour l'amyotrophie, je vous disais tout à l'heure, pour les vitesses de conduction motrice, ce qu'on enregistre, c'est une contraction musculaire. Donc un patient qui est atrophié, il va avoir des réponses plus basses. Et ça, il faut faire attention. Par exemple, dans des cadres particuliers, en réanimation, en particulier un patient qui est hospitalisé plusieurs semaines en réanimation, il est atrophié. Et si vous allez mesurer des vitesses de conduction, vous aurez des vitesses de conduction motrice qui auront des amplitudes abaissées en relation avec la myotrophie. Et vous aurez en fait aussi souvent des réponses sensitives altérées parce que le patient a souvent des œdèmes. Donc attention, c'est un piège dans lequel je tombais souvent quand j'étais un jeune EMGiste et je collais des diagnostics de polyneuropathie à tous les patients de réanimation, alors que probablement ces patients n'en avaient pas. Et le troisième point qui est important, bien sûr, c'est la température cutanée. C'est pour ça qu'un bon EMGiste va toujours vérifier la température avant de mesurer une vitesse de conduction. Vous savez que le froid ralentit les vitesses de conduction. Les limites de la neurographie, donc là aussi, c'est des choses peut-être très simples, mais qu'il est utile, je pense, de rappeler. On fait des stimulations supramaximales, donc bien sûr, il faut que le patient soit coopératif. Un point important de la neurographie, c'est qu'on explore uniquement les fibres myélinisées de gros calibre. Ça, c'est important. On passe complètement à côté des fibres amyéliniques, hein. Les fibres de petit calibre ne sont pas explorées. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que la sensibilité thermoalgique, on ne l'explore pas du tout avec ce type d'examen. Alors, ça a son importance dans le cadre des amyloses, hein, parce que les amyloses, très souvent, elles débutent par une atteinte de la sensibilité thermoalgique. Et on peut avoir des patients qui débutent une neuropathie amyloïde à transthyrétine et qui vont avoir des vitesses de conduction qui sont normales. L'autre point qu'il faut garder en tête, hein, et ça c'est vraiment le résultat de mon expérience, c'est qu'un examen neurographique, c'est un examen qui est très peu reproductible. Il faut toujours prendre avec des pincettes les résultats de suivi de MG, surtout quand ça n'est pas fait avec la même machine, avec le même opérateur. On a des valeurs qui peuvent bouger quasiment d'un jour à l'autre, hein. Et moi, quand j'avais repris mon labo de MG, on avait fait des manips de ce type-là. On avait mesuré, par exemple, une vitesse de conduction sensitive d'un sural chez une même personne. En l'occurrence, c'était un interne ou un externe. Et on le mesurait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et on n'avait pas la même réponse. Alors pourquoi? Simplement parce qu'on ne stimule pas exactement au même endroit, parce que l'état cutané n'est pas toujours exactement le même. La peau est peut-être un peu plus sèche ou on l'a moins décapée. Donc, attention, il faut toujours garder un esprit critique par rapport à cette reproductibilité. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui? Oui, oui, c'est bon, c'est très bien, clair. OK. L'autre partie de l'examen, donc on a vu la neurographie, c'est l'électromyographie, l'EMG à proprement parler. Et là, là, on change de technique, on devient invasif, on va prendre une aiguille, on va l'insérer dans un muscle et on va enregistrer l'activité électrique du muscle concerné. Donc, vous voyez que c'est des toutes petites aiguilles, hein, le diamètre est vraiment minime et on va capter des événements électriques dans une sphère vraiment très petite de quasiment 2 millimètres de diamètre. Alors cet EMG, il va être utile pourquoi dans les neuropathies? Vous savez que quand on met une aiguille dans un muscle qui est en repos, on enregistre ça, c'est-à-dire rien. On a une ligne de base, un muscle au repos. Si vous mettez l'aiguille dedans, il n'y aura rien. Donc, à contrario, un muscle au repos, si vous enregistrez quelque chose, on est dans une situation qui n'est pas normale. Et en général, ça traduit une dénervation-réinnervation. Et on a des tracés de ce type-là. On peut avoir des ondes lentes que vous avez ici. On peut avoir des potentiels de fibrillation. On peut avoir des fasciculations. Donc, un muscle au repos dans lequel on enregistre une activité, en tout cas de ce type-là, très souvent, on est dans de la dénervation-réinnervation. Et si vous voyez ce type de tracé, vous êtes en train de regarder quasiment des axones qui sont en train de mourir. Donc, ça va vous donner un critère aigu ou chronique pour votre polyneuropathie. Et donc, finalement, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez fait la clinique, que vous avez fait l'examen neurographique, que vous avez fait l'EMG, on va arriver à un algorithme de ce type-là, avec des mots-clés qui sont importants.
Le premier mot-clé, c'est longueur dépendant ou pas longueur dépendant. Le deuxième mot-clé, c'est symétrique ou pas symétrique. Et le troisième mot-clé, c'est axonal ou démyélinisant. Et vous voyez qu'en fonction de ces différentes couches de mots-clés, on va pouvoir classer le patient dans différentes cases nosologiques, donc soit une neuropathie longueur dépendante, soit une mononeuropathie multiple, soit une neuronopathie sensitive, une neuronopathie motrice, ou bien une polyradiculo-neuropathie aiguë ou chronique. Et donc, au terme de votre processus diagnostique clinique et électrophysiologique, vous allez essayer donc d'étiqueter votre patient. Vous voyez que j'ai mis l'amylose déjà en rouge un petit peu partout parce que l'amylose effectivement peut être extrêmement trompeuse et elle peut avoir des profils cliniques et électrophysiologiques très différents. La plupart du temps, une amylose, c'est quand même une neuropathie axonale, longueur dépendante, mais quelquefois, on peut avoir des aspects démyélinisants qui peuvent complètement mimer une PIDC. Une amylose, ça peut aussi débuter comme une mononeuropathie multiple. Donc, vous voyez que ça peut être extrêmement polymorphe et que, quelle que soit la situation ou presque, finalement, il faudra à un moment ou un autre évoquer l'amylose s'il n'y a pas d'autre étiologie qui a été découverte pour cette polyneuropathie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Non? Donc, bon, je vais, Pas je de questions dans le chat, ouais, vous pouvez vais continuer. continuer. Maintenant, on va se centrer sur la problématique qui est la plus fréquente pour le clinicien. Une fois qu'on a examiné le patient, qu'on a fait le l'EMG, la problématique la plus fréquente, effectivement, ce sont les polyneuropathies longueur dépendante, axonale, qui par définition, donc c'est ce qui est là en rouge, c'est une atteinte sensitivo-motrice multiple, bilatérale et symétrique, à l'exclusion des atteintes régionales consécutives à un processus local. Donc, c'est des neuropathies qui vont toucher d'abord les nerfs les plus longs. Alors, pourquoi les nerfs les plus longs? Alors, on n'a pas d'idée exacte là-dessus, on a plusieurs pistes, mais on sait qu'un nerf qui est très long, qui mesure plus d'un mètre, vous imaginez ce que ça coûte en termes d'énergie pour le transport axonal, pour les mitochondries, etc. Donc, c'est probablement eux qui sont les plus fragiles sur un plan métabolique. Et ces neuropathies longueur dépendante, donc la plupart du temps, elles sont axonales. Ces polyneuropathies axonales, je vais pas tellement insister là-dessus, vous connaissez leur évolution. Les nerfs les plus longs sont touchés en premier, donc les premiers symptômes vont apparaître au niveau des pieds, puis les troubles sensitifs et moteurs vont remonter progressivement et on considère traditionnellement que lorsque les symptômes arrivent au genou, c'est là que les symptômes vont apparaître au niveau des mains. Ensuite, les choses continuent à progresser. Quand les symptômes arrivent au niveau du coude, la longueur d'un nerf de la région cervicale jusqu'au coude, ça correspond à la longueur d'un nerf intercostal. Et donc, les signes suivants qui apparaissent, c'est une hypoesthésie au niveau du manubrium sternal. Donc ça, c'est des choses qu'on voit quasiment plus. C'est des choses que j'ai vues quand j'étais jeune interne, il y a un bon moment, chez des patients, par exemple, qui avaient des diabètes complètement déséquilibrés avec des hémoglobines glyquées à 15 pendant des années et qui arrivaient quelquefois avec des polyneuropathies très sévères avec effectivement cette hypoesthésie sternale. Ces polyneuropathies axonales, donc c'est un problème fréquent pour les neurologues, vous en verrez tous en consultation. Et le but, bien sûr, ça va être de trouver la cause. Et la cause de cette polyneuropathie axonale, vous voyez, là, je vous en ai mis quelques-unes. Je vous disais tout à l'heure que la cause la plus fréquente en Occident, c'est le diabète. Mais vous avez aussi l'insuffisance rénale, vous avez les carences en B12, les causes toxiques, les causes infectieuses, les causes néoplasiques, les causes iatrogènes. Vous avez des maladies génétiques rares. Donc, vous avez toute une série de causes comme ça. Et quand vous reprenez vos vieux bouquins de neurologie, que vous cherchiez les causes de polyneuropathie, vous tombiez sur des pages et des pages comme ça, de listes invraisemblables de maladies diverses et variées qui peuvent provoquer une polyneuropathie. Donc, vous voyez, là, je vous en ai mis 2 pages, mais il y en a une bonne dizaine d'autres qui arrivent derrière. Donc, comment faire le tri? Comment faire le bilan d'une polyneuropathie axonale longueur dépendante? Classiquement, le bilan, il se fait sur le schéma qui est là. Le schéma qui est là, il est absolument pas gravé dans le marbre, c'est pas une parole biblique. C'est vraiment juste pour vous montrer les grandes lignes du bilan d'une polyneuropathie. Ce bilan de polyneuropathie, en général, il y a un bilan de première ligne, qui est le bilan qui est cité là-haut.
La plupart du temps, c'est un bilan qui est fait par le médecin généraliste, hein. On va chercher les causes les plus fréquentes. On va chercher un diabète, on va chercher un HIV, on va chercher une dysthyroïdie, on va chercher une carence en B12, on va chercher des signes d'atteinte rénale, hépatique. Donc, c'est un bilan qui est biologique et qui, en général, est fait en ville. Quand ce bilan de première ligne est négatif, c'est là, en général, qu'on envoie les patients vers l'hôpital parce que là, du coup, on va débuter un bilan de deuxième ligne qui, cette fois-ci, va être invasif. Là, on va passer à l'étude du liquide céphalorachidien. Là encore, tout ce qui est noté là n'est pas obligatoire et pas gravé dans le marbre. C'est vraiment plus à titre d'exemple. Mais en fonction de l'orientation, on peut être amené à faire une biopsie de glande salivaire. On va chercher peut-être un cancer, un scanner thoraco-abdo-pelvien, faire un PET scan, faire une biopsie ostéomédulaire. Donc là, on va vraiment aller en profondeur et on va chercher les causes plus rares. Et souvent, on vous met en troisième ligne la biopsie neuromusculaire, qui est de moins en moins fréquente, hein. Vous le savez, les biopsies de nerfs, on en fait de moins en moins. Et quand on les fait, c'est quasiment presque toujours pour rechercher une vascularite, hein. Il n'y a plus tellement d'autres indications pour les biopsies de nerfs. Et puis, vous avez en dessous un listing très long d'examens que vous allez discuter au cas par cas chez chacun de vos patients, hein, bien sûr en fonction du contexte, en fonction de la clinique. Si votre patient a une multinévrite et qu'il vient de Nouvelle-Calédonie, vous allez penser à une lèpre et vous allez chercher une lèpre. Si votre patient a une histoire familiale, vous allez peut-être chercher un Charcot-Marie-Tooth, hein. Donc, vous voyez qu'il y a toute une série d'examens qui vont être vraiment orientés par la clinique, hein, et vous voyez que tout en bas, on vous met le gène TTR qui traditionnellement est mis dans cette position-là, et c'est une position qu'il faut certainement revoir parce que vous savez aujourd'hui que ces neuropathies amyloïdes à transthyrétine, ce sont des maladies qui sont traitables. Ce sont des maladies rares, mais ce sont des maladies qui sont mortelles, c'est-à-dire qu'une neuropathie amyloïde à transthyrétine, si vous ne la traitez pas, le patient va finir par en mourir. Et donc, c'est un petit peu dommage que cette cause de polyneuropathie qui est traitable se retrouve finalement très bas dans l'arbre diagnostique. Et c'est quelque chose qui mériterait très certainement d'être réévalué. Et peut-être qu'un jour, effectivement, cette analyse du gène TTR, on la mettra beaucoup plus tôt, par exemple dans le bilan de deuxième ligne, ce qui, dans le monde réel, en pratique, est déjà quasiment le cas, hein. Maintenant, très souvent, chez les patients, l'analyse de TTR est incluse dans le bilan de deuxième ligne. Alors, ces polyneuropathies chroniques axonales, une fois que vous avez fait tout le bilan, quel est le résultat en fait finalement? Quelle est la rentabilité de cet algorithme divisé en trois lignes diagnostiques? Eh bien, vous voyez que la rentabilité est pas très bonne puisque finalement on ne trouve pas d'étiologie dans ces polyneuropathies axonales dans 20 à 40% des cas. Donc, vous voyez, quand vous faites un bilan de neuropathie que vous ne trouvez pas la cause, il ne faut pas que ça vous surprenne. C'est une situation relativement banale. Et nous, souvent en consultation, on évoque déjà cette hypothèse avec le patient, hein. Très souvent, on lui dit, voilà, on va vous hospitaliser, on va faire le bilan de cette neuropathie. Mais bon, voilà, il y a une chance qu'on ne trouve pas la cause, malgré toutes les PL, malgré tous les PET scans, malgré toutes les analyses génétiques. Il y a des chances qu'on ne trouve pas la cause, hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas la cause? On ne sait pas très bien. Ce qu'on sait, c'est que c'est des situations qu'on retrouve quand même plutôt chez des sujets âgés, plus souvent après 60 ans, après 70 ans. Là, on sait que la rentabilité du bilan étiologique est de moins en moins bonne. Alors, on sait qu'il y a des corrélations avec le syndrome métabolique. Ces neuropathies de cause indéterminée, elles apparaissent quand même très souvent chez des patients qui ont un contexte métabolique, hein, d'obésité, d'hypertension, de dyslipidémie, quelquefois qui sont un peu à la limite du diabète. Et puis, il y a très probablement une partie, on va dire, de vieillissement physiologique du nerf. Mais le fait est qu'on en est réduit à des hypothèses et qu'on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, pour vous, l'information importante, c'est qu'un bilan de neuropathie axonale, quand même, assez souvent, c'est négatif, hein. La question qu'on peut se poser, et ça a été déjà évalué dans plusieurs publications, et nous, on travaille là-dessus aussi à Bicêtre, c'est l'intérêt de rechercher des mutations TTR chez ces patients avec des neuropathies axonales
Et dans notre expérience, effectivement, quelquefois, on tombe sur des amyloses à transthyrétine chez des patients qui ont été étiquetés comme ayant une polyneuropathie axonale idiopathique. Alors, quels sont les drapeaux rouges à évoquer chez un patient qui a une neuropathie axonale? Quels sont les drapeaux rouges à évoquer les drapeaux rouges à chercher quand on évoque une neuropathie amyloïde à transthyrétine? C'est tous les éléments qui sont cités là, hein, le caractère sévère évolutif dans les neuropathies amyloïdes. Il est rare que la neuropathie reste stable plus de 6 mois. C'est des choses qui évoluent quand même assez rapidement. D'autres points qui sont extrêmement importants, c'est la perte de poids. Très souvent, les patients avec une neuropathie amyloïde, quand ils viennent, ils ont cette polyneuropathie, mais ils vous racontent aussi qu'ils ont perdu quelques kilos dans les 6 mois ou dans l'année qui vient de passer. Ça peut être aussi des signes dysautonomie, une hypotension, une impuissance, une diarrhée, et ça peut être quelquefois un petit peu subtil, hein. On a quelquefois des patients chez qui le premier signe de la maladie, c'était la disparition des érections matinales, par exemple. Ça peut aussi être une sécheresse vaginale chez une patiente. Donc, ces petits signes de dysautonomie, quand vous êtes confronté à un patient avec une neuropathie axonale, il faut les chercher, il faut poser la question. Est-ce qu'il y a une hypotension? Est-ce qu'il y a des troubles sexuels? Est-ce qu'il y a des troubles digestifs, diarrhée, constipation, ou bien les deux en même temps, diarrhée et constipation? L'autre drapeau rouge, c'est bien sûr l'atteinte cardiaque, hein, qui en général, dans les formes les plus fréquentes, arrive dans un deuxième temps. Mais si votre patient a une neuropathie axonale et qu'il est essoufflé, qu'il vous raconte qu'il a des œdèmes des membres inférieurs, ça peut être un élément orientateur. Bien sûr, l'atteinte de tous les autres organes, l'œil, le rein, etc. Alors, il faut être très, très attentif à tous ces points. Et je vous dirais que moi, dans ma pratique, très, très souvent, c'est des patients chez qui on va d'abord chercher un cancer. C'est comme ça que ça se passe souvent dans le monde réel. Vous êtes confronté à un patient qui a une polyneuropathie qui est sévère, qui perd du poids, qui a une grosse altération de l'état général. Et là, le premier diagnostic qui va venir à l'esprit de tous les cliniciens, c'est le cancer. Et nous, on voit ici très souvent des patients chez qui on diagnostique une amylose après 3-4 ans d'évolution. Et ce sont des patients qui ont déjà eu 2 ou 3 bilans oncologiques avec des PET scans, avec des scanners thoraco-abdo-pelviens, avec recherche d'anticorps antineurones. Donc attention, un patient qui a cette espèce d'altération de l'état général, qui perd du poids, qui a une neuropathie, il peut effectivement avoir un cancer, mais il faut toujours garder en tête ce diagnostic possible d'amylose. Et ce, d'autant plus qu'en pratique, il manque très souvent l'histoire familiale, hein, chez ces patients. Quelquefois simplement parce que les générations d'avant sont morts jeunes et n'ont peut-être pas eu le temps de développer la maladie, mais en tout cas, le caractère familial est souvent absent. Vous savez que classiquement, dans l'amylose, c'est l'atteinte thermoalgique qui prédomine. C'est pas toujours le cas. Quelquefois, c'est la sensibilité profonde qui peut être touchée en premier, etc., etc. Donc, il faut être attentif à ce diagnostic et il faut le garder en tête, hein. Alors, la neuropathie amyloïde, je vous en ai parlé. Pourquoi c'est important de la diagnostiquer? C'est important de la diagnostiquer parce qu'il y a un traitement, et vous avez sur cette diapo les différents traitements qu'on peut utiliser aujourd'hui. Vous avez les stabilisateurs comme le tafamidis, vous avez les médicaments qui vont jouer sur l'ARN messager de la TTR, donc c'est le patisiran, c'est le vutrisiran, c'est l'inotersen. Donc ces médicaments-là, ils sont disponibles, on les utilise et on sait que ces médicaments, plus tôt on les utilise, plus ils sont efficaces. Donc passer à côté d'un diagnostic d'amylose, aujourd'hui, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. C'est réellement une perte de chance pour le patient. Alors, la situation est en train de changer, hein. On sent quand même que les neurologues sont de plus en plus sensibilisés à ça et on voit les patients de plus en plus tôt, mais ça arrive encore de temps en temps qu'on voit des patients arriver qui ont une neuropathie amyloïde qui malheureusement évolue depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et là, on sait malheureusement que les différents traitements seront moins efficaces. Donc, c'est important d'y penser, c'est important de le chercher, garder en tête que c'est une affection qui est mortelle, que c'est une affection qui se traite et on vous en voudra jamais d'avoir demandé une analyse du gène TTR en trop, mais on vous en voudra beaucoup si vous passez à côté du diagnostic chez un patient. Parce que non seulement les conséquences seront lourdes pour le patient, mais elles peuvent être lourdes pour la famille, hein. Vous savez que c'est une maladie qui est dominante, que ça se transmet de génération en génération. Donc,
poser le diagnostic chez un patient, en fait, c'est poser le diagnostic dans une famille entière, hein, et les répercussions peuvent être extrêmement lourdes pour tout un groupe de patients. Alors l'autre problème qui peut faire qu'on passe à côté d'une amylose, et je viens de vous citer un patient pour qui on était vraiment pile là-dedans, c'est le problème des PIDC, des polyradiculonévrites inflammatoires démyélisantes chroniques, hein. Ces PIDC, vous le savez, ce sont des maladies rares, hein, c'est des maladies auto-immunes, démyélinisantes, qui vont toucher assez peu de patients, hein. Il y aurait entre 1000 et 2000 patients en France avec une PIDC. Et ces PIDC, vous le savez, il y a des critères diagnostiques, hein, qui existent pour poser le diagnostic. Et c'est important parce que là encore, on est dans une situation de polyneuropathie qui est traitable, hein. C'est-à-dire qu'une PIDC, on peut la traiter. Et là encore, c'est un diagnostic qu'il ne faut pas louper. C'est un peu comme l'amylose. Le problème, c'est qu'on a tendance à surdiagnostiquer les PIDC et qu'on a tendance à coller des diagnostics de PIDC à trop de patients. Et quelquefois, ça peut masquer une autre affection. Alors, quels sont les critères diagnostiques de PIDC? Les critères cliniques, vous les connaissez, c'est des neuropathies qui sont censées être symétriques, qui sont censées être proximales et distales, et qui doivent évoluer sur au moins 8 semaines, hein, pour les distinguer du Guillain-Barré. Mais vous savez comme moi qu'il y a toute une tripotée de variants de PIDC. Vous avez des formes distales, des formes multifocales, des formes focales, des formes motrices, des formes sensitives. Et finalement, il y a tellement de formes différentes que ça peut mimer tout n'importe quoi. Et donc, ces PIDC, le tableau clinique, bah, c'est habituellement celui que vous avez ici complètement à droite, donc une atteinte distale, proximale, sensitive motrice, qui va s'installer progressivement sur plus de 8 semaines. Alors ça, c'est les critères diagnostiques cliniques. Et vous avez les critères diagnostiques électrophysiologiques qui sont cités là, avec les critères habituels, hein, de démyélinisation, c'est-à-dire un ralentissement des vitesses de conduction, un allongement des latences motrices distales, des ondes F qui sont prolongées, la présence de blocs de conduction, la présence d'une dispersion temporelle. Ça, c'est des éléments qui vont vous orienter vers une atteinte démyélinisante, et qui vont vous orienter effectivement vers une PIDC qui correspond à ce schéma-là, où vous allez avoir une atteinte en patch comme ça, une atteinte très, très ponctuelle de certains nerfs, et même dans certains nerfs, ce seront certaines fibres qui sont touchées et pas d'autres, et tout ça va être à l'origine de blocs de conduction, de dispersion temporelle, etc. Alors, quand on parle de dispersion temporelle, c'est peut-être important de préciser ce que c'est, parce qu'on vous parle souvent des blocs de conduction, mais en fait, dans le monde réel, on voit rarement des blocs de conduction purs, et on voit quand même plus souvent des aspects comme ce qui est montré ici, donc des aspects de ce qu'on appelle dispersion temporelle. Cette dispersion temporelle, à quoi elle correspond? Alors, moi, je vois souvent ça comme une espèce de course de chevaux, en fait, hein. Quand vous stimulez un nerf, normalement, vous stimulez en même temps tous les axones. Le signal va suivre les axones à la même vitesse, et normalement, tous les axones au bout vont arriver en même temps, comme une course de chevaux où tous les chevaux arriveraient en même temps sur la ligne d'arrivée. Dans les pays d'essai, ce qui se passe, c'est que certaines fibres vont être démyélinisées. Donc, c'est comme si certains chevaux allaient être ralentis. Et donc, le potentiel en fin de course va être complètement désorganisé. Vous avez ici des chevaux qui arrivent à l'heure, mais vous en avez d'autres qui arrivent plus tard. Et ça correspond en fait au degré de démyélinisation de vos fibres nerveuses. Donc, vous avez une réponse qui est complètement étalée, déstructurée, qui finalement reflète l'atteinte démyélinisante qui est variable d'une fibre à l'autre. Et ça vous donne des images de ce type-là. Et ça, c'est des images que je suis allé piocher sur notre machine sur un patient qui a une authentique PIDC. Et vous voyez, vous n'avez même pas besoin de regarder les chiffres, hein, vous n'avez pas besoin de regarder le tableau en dessous. Quand vous voyez les courbes, on est dans du démyélinisant pur et dur, hein. Vous voyez ici sur le SPI droit, alors ce n'est pas un bon exemple parce que les blocs de conduction sur le SPI, on n'est pas censé en tenir compte, mais là, vous voyez par exemple le SPE entre la cheville et sous le péroné. Vous voyez qu'il y a une énorme perte de signal avec une réponse qui est complètement étalée, de durée augmentée. Et vous voyez qu'on a la même chose sur le SPE gauche. Donc là encore, vous voyez une neuropathie démyélinisante, une vraie neuropathie démyélinisante,
Souvent, quand vous avez l'expérience, vous n'avez même pas besoin de regarder le tableau et les chiffres. Vous voyez à l'œil nu que les réponses sont complètement déstructurées. Là, c'est toujours le même patient. Vous voyez son nerf médian gauche, pareil, hein, un équivalent de bloc de conduction avec une réponse complètement déstructurée, une réponse complètement détalée, donc une grosse dispersion temporelle. Toujours le même patient, hein, vous voyez ici le bloc de conduction, il se situe entre le point d'herbe et au-dessus du coude, donc au niveau du bras. Vous voyez qu'il y a une énorme perte de signal entre les deux signaux. Et pareil sur le nerf cubital du patient, là vous voyez que la perte de signal, elle se fait entre le poignet et en dessous du coude, donc au niveau de l'avant-bras. Donc ça, c'est les aspects vraiment typiques de PIDC. Et quand on a ce type d'aspect, bon, ça pose pas tellement de problèmes, hein. Il y a pas tellement de neuropathie qui provoque ce type d'aspect. Donc, ça fait partie des critères moteurs et ce qui a été introduit dans les critères récents de PIDC, c'est l'atteinte sensitive qui maintenant est comptabilisée aussi. Vous savez que les PIDC, il y a la clinique, il y a l'EMG, mais il y a tous les autres critères qui sont les éléments d'apport, de soutien au diagnostic. C'est l'hyperprotéinorachie, la dissociation albuminocytologique, ça peut être les hypersignaux des plexus brachiaux, tels que vous les voyez ici, ça peut être des latences des PES allongées, sans bien sûr atteinte, sans maladie du système nerveux central. La réponse au traitement, là aussi, c'est un élément diagnostique. Si votre patient s'améliore sous IGIV, bah, c'est un élément diagnostique. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la biopsie nerveuse, mais qu'on fait de moins en moins dans cette indication-là. Et donc, finalement, quand on fait la synthèse de tout ça, vous voyez que c'est quand même un peu compliqué, un peu prise de tête, hein. Quand vous regardez le diagnostic de PIDC, vous voyez, donc on va distinguer ceux chez qui le diagnostic est définitif et ceux chez qui le diagnostic est possible, hein. Donc définitif, grosso modo, il y a des anomalies sur au moins 2 nerfs. Possible, il y a des anomalies sur un seul nerf. Et ensuite, vous avez les différents variants, distal, multifocal, moteur, sensitif, etc. Donc vous voyez que ça peut donner une apparence de cohérence, mais vous voyez que finalement, c'est assez large, hein. La porte est ouverte à pas mal de choses et on peut faire entrer beaucoup de choses dans ces critères, de PIDC. Et en particulier, on peut faire entrer une amylose, hein, qui peut tout à fait mimer sur le plan clinique, sur le plan EMG, ce type d'atteinte. Alors, les PIDC, bah, les critères font que bah, on va avoir tendance à surdiagnostiquer. Et puis le fait que ce soit traitable, là aussi, ça va être une incitation à diagnostiquer les patients et à aller un peu trop dans le surdiagnostic, hein. Ces patients, on peut les traiter. Vous savez qu'ils répondent la plupart du temps aux IGIV, mais ils peuvent répondre aussi aux corticoïdes, aux échanges plasmatiques. Ça a été montré très, très clairement sur plusieurs études versus placebo. Et si vous voulez revoir toute cette problématique du traitement des PIDC, vous pouvez jeter un œil sur le PNDS qu'on a écrit ici à partir de Bicêtre et qui est publié sur le site de la HAS depuis 2021. Donc, vous voyez, quand on regarde les critères diagnostiques de PIDC, ça laisse la porte ouverte à pas mal de choses. Et d'ailleurs, théoriquement, quand vous regardez bien tous ces critères, avant de dire qu'un patient a une PIDC, on est censé évoquer tous les diagnostics différentiels qui sont cités dans ce tableau. Et ce tableau, il est dans le papier, hein, des critères diagnostiques. Donc théoriquement, avant de dire qu'un patient a une PIDC, on est censé avoir au moins évoqué les diagnostics qui sont là. Et vous voyez que dès la première ligne, vous avez l'amylose à transthyrétine qui apparaît, hein. Donc c'est un diagnostic différentiel important. Et vous voyez qu'il y a toute une série de maladies que vous connaissez qu'il faut évoquer, bien sûr aussi, neuropathie anti-MAG, Canomad, syndrome POOMS, etc., Charcot-Marie-Tooth. Enfin voilà, toute une série assez interminable de diagnostics différentiels. Tout ça vous montre que finalement, la PIDC, c'est une entité presque par défaut et qu'avant de dire qu'un patient a ça, il faut être sûr d'abord qu'il n'a pas autre chose, hein. Et d'ailleurs, pas mal d'études ont été centrées et publiées sur cette problématique du diagnostic des PIDC. Ici, je vous en cite une qui avait fait beaucoup de bruit en 2015, mais il y en a eu plein d'autres depuis. Où vous voyez, c'était, je crois que c'était à Baltimore ou à Philadelphie, donc l'équivalent d'un CHU. Les neurologues avaient repris les dossiers de patients avec une PIDC et ils se rendaient compte qu'en fait, en reprenant le dossier de A à Z, la moitié des patients n'avaient pas de PIDC.
ce qui fait un petit peu peur, hein. On arrivait à des chiffres de l'ordre de 50%. Et ils avaient analysé la source de l'erreur. Pourquoi est-ce qu'on surdiagnostique des PIDC? Et les 3 causes d'erreur principales, hein, c'était en premier lieu l'importance trop forte qu'on donnait à une amélioration après traitement, c'est-à-dire qu'un patient, vous le traitez par IGIV et il va vous dire que ça va mieux et on va avoir tendance à le croire. Et vous savez, toute la difficulté du suivi des neuropathies sur le plan sensitif, moteur, etc. Ça peut être très compliqué, hein. Un patient qui a une forme, par exemple, purement sensitive, c'est très difficile de l'évaluer et de le suivre, hein. Donc, quelquefois, vous êtes dépendant de la parole du patient. Deuxième élément, c'est l'EMG qui est mal interprété. C'est pas qu'il est mal fait, il est juste mal interprété et on va avoir tendance à coller l'étiquette démyélinisant à un certain nombre d'EMG parce que les vitesses sont un peu ralenties, parce que les latences peuvent être un peu allongées. Et l'autre point, la troisième source d'erreur, c'est la trop forte importance qu'on donne à une hyperprotéinorachie modérée, hein. Je vous disais tout à l'heure, la dissociation albuminocytologique, c'est un élément de diagnostic des PIDC, mais ça l'est surtout quand c'est au-delà d'1 gramme, hein. Quand vous avez une protéinorachie qui est à 0,6, à 0,55, bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de vraie hyperprotéinorachie. Donc, l'un dans l'autre, ces différents éléments vont faire qu'on va surdiagnostiquer des PIDC, qu'on va donc traiter inutilement des patients, mais surtout qu'on va passer à côté d'autres diagnostics. Et on arrive à des images de ce type-là, hein, comme ces intelligences artificielles qui analysent des images et qui n'arrivent pas à distinguer un caniche d'un poulet frit, hein. Donc, diagnostic différentiel des PIDC. Avant de dire que votre patient a une PIDC, il faut chercher les drapeaux rouges qui sont là, qui en l'occurrence sont écrits en vert, des signes généraux, l'absence de réponse au traitement, la perte axonale fréquente, les adénopathies, une atteinte du système nerveux central, une dysautonomie. Tout ça, il faut le chercher, il faut l'évoquer et il faut être sûr que votre patient n'a rien de tout ça avant de le considérer comme ayant une PIDC. Et vous voyez là encore que l'amylose à transthyrétine, elle apparaît un petit peu partout. Les signes généraux, fatigue, perte de poids, ça peut vous orienter vers ça. L'absence de réponse, ça peut vous orienter vers ça. La perte axonale précoce, l'histoire familiale, etc., etc. Donc attention avec ces diagnostics de PIDC. Et très souvent, ce diagnostic différentiel, il va falloir des outils assez, assez élaborés, hein, pour faire le bilan de ces patients avec de la génétique, avec des biopsies ostéomédulaires, des PET scans, des bilans métaboliques, biopsies de nerfs, etc. Et c'est toute cette machinerie que nous, on va sortir au CHU quand on a un doute sur un diagnostic de PIDC. Et par exemple, juste pour vous citer un exemple, un gros diagnostic différentiel, c'est les maladies de Charcot-Marie-Tooth. Et on avait fait un petit travail qui a été publié il y a 2 ans. On avait repris 1000 PIDC. Et il s'était révélé que sur ces 1000 PIDC, il y avait 35 patients qui avaient une CMT, qui avaient une maladie de Charcot-Marie-Tooth, dont certains patients qui avaient été traités pendant 20 ans par immunoglobuline. Donc attention au surdiagnostic de PIDC. L'autre cause qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est la TTR, hein, c'est la transthyrétine qui peut effectivement totalement mimer une PIDC. Ça a été décrit dans plusieurs publications, dont certaines sont issues d'ici, de Bicêtre, hein, c'est le premier papier là-haut. Mais vous voyez que nos collègues de Limoges ont décrit des cas similaires avec des patients qui peuvent avoir un aspect comme ça clinique de PIDC avec une atteinte distale et proximale et avec un aspect aussi électrophysiologique qui peut ressembler vraiment qui correspond en fait de la démyélinisation. C'est des patients en général qui ne répondent pas aux immunoglobulines. Donc là encore, c'est presque le deuxième palier de remise en cause du diagnostic. Votre patient, s'il a une PIDC et qui ne répond pas au traitement, il faut vraiment absolument s'acharner à chercher autre chose. Et il faut chercher des Charcot-Marie-Tooth, il faut chercher de la transthyrétine. Alors pour ce qui est de la transthyrétine, c'est effectivement un diagnostic différentiel très important, hein, de ces PIDC qui ne répondent pas aux immunoglobulines. Ça a été montré sur plusieurs études. Il y a une étude même qui est en cours en France là-dessus. Et vous voyez que quand on s'intéresse aux PIDC qui résistent aux IGIV, vous voyez que finalement,
en bout de course, c'est 13 à 15% de ces soi-disant PIDC résistants au traitement qui sont des amyloses. Donc là encore, n'hésitez pas à vous poser des questions, une PIDC atypique, une PIDC avec des drapeaux rouges, une PIDC qui ne répond pas au traitement. Il faut pas hésiter à aller chercher l'amylose et à demander l'analyse du gène TTR. Là encore, je vous le rappelle, c'est une maladie qui est mortelle, hein, les patients meurent si on ne les traite pas. C'est une maladie qui est mortelle et c'est une maladie qu'on peut traiter avec des traitements qui fonctionnent bien et qui fonctionnent, d'autant mieux qu'on les donne, très tôt. Donc voilà, un diagnostic, à évoquer. Donc vous voyez au total, quand on regarde ces amyloses, c'est quelque chose qui reste, encore, sous-diagnostiqué. C'est quelque chose qu'il faut évoquer devant des neuropathies axonales qui évoluent vite. Pas se jeter bille en tête sur le cancer, garder toujours derrière la tête cette hypothèse de la transthyrétine et garder toujours en tête ces drapeaux rouges, hein, une polyneuropathie qui évolue vite, une atteinte thermo-Algique qui est prédominante, une histoire familiale, une perte de poids, une altération de l'état général. Ça, ce sont 2 critères vraiment très importants, hein. Très, très souvent, quand on voit les amyloses TTR pour la première fois, ils vous disent, «Oui, j'ai des fourmillements dans les pieds, mais surtout j'ai perdu 10 kilos, je suis fatigué, je me sens pas bien, je dors pas bien». Enfin, voilà, il y a tout ce contexte qui doit vous faire évoquer ce diagnostic et puis bien sûr, bah, il y a ce contexte des PIDC qui résistent aux IGIV. Là aussi, il faut avoir le réflexe au moins d'évoquer le diagnostic, hein. Je ne vous demande pas de vous jeter directement sur l'analyse, du gène, mais il faut que ça vous incite à rechercher les drapeaux rouges qui sont juste là et au moins à évoquer le diagnostic de neuropathie amyloïde.